y a quasi un an, jour pour jour, le 7 décembre 2020, l'eau, la ressource naturelle en tant que telle, entrait en bourse à Chicago, aux États-Unis. Un cap majeur venait alors d'être franchi en considérant désormais l'eau comme une marchandise soumise, et c'est là la vraie nouveauté, aux lois du marché. L'eau, une valeur financière comme une autre sur laquelle on peut désormais spéculer. Ce qui ne présage rien de bon quand nous observons déjà les effets de la spéculation sur le pétrole ou l'immobilier et les crises qui en découlent. Sauf que l'eau, ce n'est ni du pétrole ni des immeubles, mais bien une ressource vitale pour tout être vivant sur la planète, dont nous, espèces humaines. Et dans cette dernière, beaucoup en ont conscience d'individus humains. Protestations, manifestations, actions diverses et variées se multiplient ces dernières années pour faire de l'eau un bien commun protégé de la finance. De l'autre côté de l'Atlantique, ici en France, la situation n'est peut-être pas encore la même, mais la ressource eau est largement convoitée et privatisée, que ce soit via son exploitation par des multinationales telles Danone et Nestlé, qui la vendent sous forme de bouteilles en plastique, ou via son traitement et sa distribution jusqu'à nos robinets par Veolia et Suez, anciennement la Compagnie Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux. Alors, de la bouteille en plastique jusqu'au robinet du quotidien, pouvons-nous parler d'accaparement de l'eau par et pour des intérêts privés au détriment du bien commun? Pour en discuter, je reçois ce matin 2 personnes sur ce plateau, une en présentiel et une via la vidéo à distance. Bonjour, Jean-Claude Oliva. Vous êtes élu municipal écologiste à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, commune limitrophe avec Paris. Vous êtes aussi directeur de l'association Coordination Eau Île-de-France, qui milite pour une gestion publique de l'eau et de manière générale pour sa reconnaissance en tant que commun. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors aussi, on a une autre personne depuis Lyon, via la visio. Nous accueillons aussi, du coup, ce matin, Alexander Abdelila. Bonjour. Bonjour. Journaliste indépendant, vous écrivez régulièrement sur la question de l'eau et de sa marchandisation dans l'IB, chez Mediapart, par exemple. Vous êtes aussi co-auteur d'un documentaire intitulé À sec, la grande soif des multinationales, publié en octobre dernier sur Arte. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, pour commencer, je me tourne vers vous, monsieur Oliva, et je mets en place mon ordinateur, puisque nous en direct, on est tranquille aux médias. Et afin de m'adresser à vous en tant qu'élu municipal, ce que vous êtes depuis quelques années, en rappelant que la production et la distribution d'eau potable relèvent de la responsabilité des communes depuis 1789, une date importante dans notre histoire de France, c'est-à-dire que la gestion publique de l'eau est un héritage direct de la Révolution française. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Ça m'inspire de réflexion. D'abord, effectivement, cette question de l'eau, de la gestion de l'eau, est une question très politique. Et donc, ce lien avec la Révolution française n'est pas étonnant. Il y a quelques années, le mouvement italien pour l'eau avait un slogan que je trouvais pour ma part assez merveilleux. C'était « ça s'écrit eau, ça se lit démocratie ». En fait, voilà, l'eau, c'est à la base, finalement, de l'organisation de la cité, de la vie de la cité, de la politique. Alors, il y a un deuxième élément, c'est que l'eau, c'est une ressource locale. Donc, il y a une proximité avec les habitants, avec tous les habitants qui sont les usagers de l'eau. Et donc, une ressource locale, elle doit être gérée localement. Et je pense que c'est cette proximité, vous savez, là, en ce moment, depuis quelques années, il y a un grand mouvement de retour à la gestion publique de l'eau, en France, en Europe, dans le monde entier. Et au fond, c'est cette proximité qui explique ça. Parce que, finalement, pour l'eau, les leviers politiques, ils sont à la portée des citoyens. Voilà, c'est difficile des fois de décider des choses quand c'est au niveau d'un gouvernement, au niveau de l'État. C'est loin, il faut un sacré rapport de force. Mais là, ressources locales, décisions locales, les citoyens, ils peuvent... Locale, tout est localisé. Absolument. Le 7 décembre dernier, du coup 2021, vous faisiez partie de celles et ceux qui manifestaient à Paris, à Place de la Bourse, aux côtés des Amis de la Terre, d'Attac, de la FSU, de la Conf Paysanne, contre cette marchandisation de l'eau. Alors, au-delà du symbole, puisque c'était la première année d'entrée en bourse de l'eau à Chicago, quel était l'objectif et les attentes de la manifestation ? Alors, il faut dire que cette manifestation, il y avait ce rassemblement à Paris, mais il y avait des rassemblements dans d'autres villes du monde, à Montréal, à Milan, à Bruxelles. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait quand même écho très fort partout. L'objectif de cette manifestation, c'était bien sûr de dénoncer cette financiarisation de l'eau. Finalement, là, aux États-Unis, c'est un cas un peu extrême. Ça concerne la Californie. En fait, c'est la bourse de Chicago, mais ça concerne la Californie, où sont produits, je dirais, la moitié des fruits et des légumes des États-Unis.
Et donc là, il y a sur la ressource en eau, il y a une bataille déjà très forte entre grosses compagnies agricoles et aussi avec éventuellement les villes, les collectivités. Et donc là, leur idée, c'était d'avoir ce marché de l'eau, mais qui ouvre aussi au fait qu'il va y avoir d'autres intervenants et qu'il va y avoir des spéculateurs. Donc nous, effectivement, nous n'en sommes pas là, mais nous sommes quand même inquiets parce que le processus de financiarisation, il bat son plein, ici aussi en France, en Europe. Ce qui s'est passé avec Veolia et Suez, on est au cœur de cette financiarisation. Parce que finalement, on a ces grandes entreprises qu'on combattait déjà pour retourner en gestion publique, mais là, on rentre dans autre chose. C'est des fonds financiers qui sont en train, c'est Meridian, c'est d'autres, qui vont piloter ces entreprises. Donc, c'est un autre stade. Et là, tout à l'heure, je parlais des citoyens, mais là, c'est un éloignement. C'est-à-dire c'est d'autres acteurs qui vont se substituer, qui vont prendre les décisions vitales et qui vont se substituer aux citoyens. Donc, qui ne sont pas locales. D'ailleurs, ils n'ont pas une vision locale, mais plutôt globale. Quoi. Ils ont une vision purement économique. Alors, on disait là que les lignes bougent, que du coup, du point de vue de l'État, de la force publique, mais aussi faire débat, faire prendre conscience, ça se passe aussi du côté du journalisme, et c'est le cas de notre second invité, présent avec nous via la vidéoconférence. Alors, Alexander Abdelila, je rappelle que vous êtes co-auteur du documentaire Arte À sec, la grande soif des multinationales. Avant de vous poser quelques questions, on regarde un très court extrait de la bande-annonce du documentaire. Nestlé Water se présente comme le gardien de la ressource. Cette entreprise n'a qu'une finalité, c'est tirer un bénéfice de cette exploitation de l'eau. Nous sommes inquiets de voir le privé faire main basse aujourd'hui sur l'eau et donc faire main basse sur une ressource vitale puisque 3 jours sans eau et nous sommes morts. Alors, Alexandre Abdelila, vous avez fait beaucoup, en fait, vous avez écrit beaucoup sur la question de l'accaparement de l'eau par les multinationales. Aujourd'hui, vous êtes co-auteur de ce documentaire. Pourquoi ce thème vous parle tant et pourquoi vous le jugez si important ? Oui, je pense que vous l'avez en fait évoqué en intro déjà. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est un enjeu majeur de notre siècle, tout simplement parce que tout le monde en a besoin pour survivre, en fait, qu'on vive en Afrique du Sud, en Allemagne du Nord ou peu importe où, on ne peut pas vivre sans eau. Et avec le collectif de journalistes indépendants dont je fais partie, We Report, on s'est dit en fait que ce serait un sujet intéressant à creuser sur le long terme. Et bon, vous avez évoqué avec votre autre invité un sujet qui est un peu différent, c'est-à-dire l'eau, on va dire les grandes entreprises qui font les réseaux d'eau, donc Veolia, etc. Nous, on a décidé de se concentrer plutôt sur les minéraliers, donc ces grandes boîtes qui en fait produisent des bouteilles en plastique, parce que on se dit que c'est aussi un sujet très intéressant et que localement, même en France et en Allemagne, comme on va le montrer on l'a montré dans le documentaire, il y a déjà des problèmes qui se posent assez graves qu'on pensait en fait réservés à des contrées lointaines, donc des problèmes de sécheresse, d'assèchement de cours d'eau, de conflits d'usage énormes. Et on s'est dit, tiens, c'est quelque chose qu'on doit creuser. Et puis après, concrètement, c'est aussi été un signalement de l'association anticorruption Anticor en 2016 sur un problème précis à Vittel, dans les Vosges, ou en bouteille Nestlé, qui nous a un peu lancé dans le sujet. Et après, voilà, on a tiré le fil. Et c'est vrai que c'est un sujet passionnant et sur lequel on pourrait encore bosser des années, en fait, tellement il y a à dire. Oui, et puis comme vous le dites, vous le rappelez, sans eau, et comme Mathilde Panot aussi le rappelait dans l'extrait, nous mourrons en 3 jours. Donc c'est quand même très très grave, c'est la base quand même. Vous avez beaucoup travaillé, du coup, enquêté, et à travers votre travail, vous avez pu rencontrer de nombreuses personnes, notamment à Vittel par exemple, mais pas qu'en Allemagne, en France, là où sont exploitées à la fois les nappes phréatiques, mais aussi les forces humaines pour le faire. Qu'est-ce qui vous a le plus percuté ? Un témoignage, un fait, une info ? Franchement, il y en a énormément. Je pense peut-être à un témoignage, vu que vous parliez des travailleurs, et c'est vrai que c'est un sujet important. À Vittel, j'avais rencontré un ancien employé de l'usine d'embouteillage de Nestlé qui m'avait raconté en fait qu'il avait vécu l'arrivée de Nestlé aux commandes de la société en 92. Et il m'avait dit en fait, il y a eu un changement d'ambiance immédiat. C'est la première chose qu'il m'a dit. C'est qu'avant, il y avait, voilà, on travaillait dur, il y avait une logique de rentabilité, évidemment, mais il y avait un peu moyen de négocier. Il y avait une sorte d'ambiance familiale, comme il le décrivait. Et à l'arrivée de Nestlé, ça a changé du tout au tout. En fait, les toutes premières décisions qui sont prises, c'est ce qu'ils appellent des synergies et des optimisations. Donc, en fait, c'est peut-être la première chose qui s'est passée, c'est un peu un travail sur les mots, sur la sémantique, quoi, qui circulait dans l'usine. Et c'est ce changement d'ambiance-là
qui l'a vraiment marqué. Et c'est vrai que depuis qu'ils sont arrivés aux manettes, Nestlé, il y a eu un dégraissement, des licenciements massifs et continus jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et après ça, on pourra peut-être en parler plus tard, mais c'est vrai que le chantage à l'emploi, c'est quelque chose qui est très marquant quand on travaille sur ces sujets, qui est partout et Bien qui sûr. est utilisé par toutes les entreprises du secteur, quoi. Surtout là-bas, zone que je connais très bien, parce que je suis originaire de Vittel, moi aussi. Et mes grands-parents, ma grand-mère, a travaillé des années, et même des amis encore aujourd'hui, ils travaillent, donc je connais pas mal. Et effectivement, un peu le point avec mon invité sur le plateau, on parlait de globalisation et de localisation. Là, l'exemple est concret avec Nestlé, qui finalement, une entreprise qui était locale, est devenue internationale, avec Nestlé, un géant suisse qui débarque, et l'échelle n'est plus la même. On ne considère plus les humains comme des humains, mais comme des chiffres ou des données à rentabiliser, etc. Et ce qui est intéressant dans la discussion qu'on a tous les trois, c'est de se rendre compte finalement que de la bouteille au robinet, eh ben, c'est un peu la même injustice, c'est un peu les mêmes enjeux. Alors, Monsieur Oliva, vous qui êtes élu dans une zone fortement peuplée ici en banlieue parisienne, comment vous témoignent les habitants en fait de la situation? Quelles sont leurs revendications, quelles sont leurs attentes généralement sur ce qui est de la gestion de l'eau publique ici? Je dirais que les habitants, leur première attente, souvent, elle a trait au tarif. Voilà, on vit quand même avec cette très forte injustice que finalement, les personnes qui vivent en banlieue, c'est eux qui payent l'eau la plus chère. Voilà, donc on a aujourd'hui ce syndicat des eaux d'Île-de-France, donc qui est tout autour de Paris, CEDIF, ouais. le CEDIF, qui délègue depuis 100 ans à Veolia. Et le tarif de l'eau est considérablement plus cher, par exemple, que Haut-de-Paris. Donc là, il y a cette injustice-là qui est la première chose. La seconde, je dirais, c'est encore une fois attrait à la démocratie, à la place des citoyens, à comment sont considérés les usagers. Il y a une relation avec les usagers qui est très fortement dégradée. Alors nous, on en a fait une expérience très particulière il y a quelques années avec l'histoire des coupures d'eau, parce que les coupures d'eau étaient illégales, mais Veolia, Suez, etc., les pratiquaient massivement. Il y avait 100 000 coupures d'eau par an en France. Et donc, c'est notre bataille avec la Fondation France Liberté qui a permis que petit à petit, d'une part, on aille au tribunal, on gagne, et que les journaux aussi s'emparent du sujet, et qu'au final, aujourd'hui, il n'y ait plus de coupures d'eau. Mais ça, c'est un peu l'exemple extrême, mais ça touche vraiment, c'est le type de relation ou avec des entreprises qui priorisent complètement la question économique et qui n'ont rien à faire des usagers, de l'humain. Donc c'est ça aussi l'enjeu de la gestion publique, c'est retrouver une relation de confiance, une relation apaisée entre les usagers et le service public. C'est ça, un nouveau service public qui réponde aux attentes des usagers. Un service public, puisque finalement un service privé n'est pas forcément la même chose. Enfin là j'ai un exemple contraire peut-être, je vais me faire l'avocat du diable, puisque justement là en Ile-de-France, le CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France dont vous parlez, appuyé par Veolia du coup, souhaite installer une nouvelle technologie qui, dans ces usines, qui promeut la promesse de débarrasser les eaux du chlore, du calcaire qu'elle peut contenir. Sur le papier, du coup, on peut qu'en se réjouir quand nous lisons ça, que c'est une avancée, et admettre que le privé, quelque part, ici Veolia, assure bien son rôle de fournisseur de services et même d'innovateur. Pourtant, il y a une levée de boucliers, notamment des élus. Vous m'expliquez ? Absolument, des élus, des citoyens, des associations. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas de demande pour cette technologie. Enfin, il n'y a aucun usager qui a demandé la mise en place de cette technologie. Ensuite, c'est un attrape-nigo parce qu'on nous dit de l'eau sans chlore. Alors, c'est vrai, il n'y aura pas de chlore dans le processus de production, mais la réglementation fait qu'en région parisienne, vu le temps que l'eau passe dans les canalisations, il est obligatoire de rajouter du chlore pour le transport. Donc, ce qui veut dire que les usagers, à leur robinet, ils auront toujours une eau chlorée. Pareil, on nous dit c'est pour les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les éliminer, etc. Sauf que là aussi, c'est un attrape-nigo, parce qu'en réalité, cette eau soi-disant pure, elle est tellement pure qu'elle n'est pas potable. Et elle n'a plus de sels minéraux. C'est comme de l'eau, ça se compare à la désalinisation de l'eau de mer. C'est le même genre de technologie. Donc il n'y a plus rien, il n'y a que l'eau. Il faut rajouter des sels minéraux. Alors eux, quelle est la technique choisie par le CEDIF ? C'est de rajouter une partie d'eau de la filière classique. C'est-à-dire on va avoir un mélange d'eau ultra pure, comme ils disent, et puis de l'eau de la filière classique
avec ces polluants habituels pour équilibrer, pour avoir les sels minéraux. Et donc, au final, on aura toujours les perturbateurs endocriniens qui, vous savez, n'agissent pas en fonction de la dose. Ils agissent à très très faible dose. Donc, voilà, sur une vie. Absolument. Donc voilà, il y a ces problèmes-là, et plus derrière des problèmes sociaux, économiques et environnementaux tout à fait considérables. Là, on parle d'une augmentation le CEDIF dit lui-même, de 18 à 35 centimes par mètre cube, donc que pour la partie eau, qui aujourd'hui fait 1,30 €. C'est-à-dire, on parle d'une augmentation de 25 à 30%. Donc, pour produire la même quantité d'eau potable, il faut plus d'eau au départ. Donc, on prélève plus d'eau dans le milieu naturel, et ce concentrat, on le rejette dans les cours d'eau, et donc il va polluer les cours d'eau. On le rejette dans la Seine, sans traitement, et dans la Seine, en aval, il y a d'autres usines de production d'eau potable qui pompent l'eau. Donc, on marche sur la tête. Complètement. On comprend mieux du coup pourquoi il y a une levée de bouclier. Alors vous parlez du coup d'eau pure ou impure, minéralisée ou pas. On peut du coup rebondir avec notre second invité, Monsieur Abdillah. Alors vous qui êtes co-auteur avec Robert Schmitt de votre enquête que ce documentaire, ça a révélé quand même un système tout aussi opaque, un peu comme ça, avec des promesses bien loin des prétentions de développement durable, des promesses écologiques affichées dans la communication, dans le marketing de Danone, de Nestlé, pour ne citer que. Alors, en quoi, on veut savoir, leur communication diffère-t-elle des faits ? Comment vous avez pu voir ça et comment ça se concrétise dans le réel ? Oui, alors ça, pour le coup, avec Nestlé et Danone, on est gâtés parce que c'est vraiment des exemples, des cas d'école. Alors, pour Nestlé, on peut commencer avec Nestlé. Il y a eu une campagne de communication à laquelle ils ont participé qui s'appelait Gestes propres. Et le but, en fait, c'était d'inciter les citoyens à mieux trier leurs déchets et à ne pas les jeter dans la nature. Et peu de temps, c'est une bonne chose, oui, tout à fait, une super chose. Et en fait, nous, on s'est rendu compte au cours de notre enquête, et grâce à des lanceurs d'alerte locaux que je remercie, que en fait, Nestlé enterrait lui-même ses déchets, donc ses bouteilles plastiques, illégalement dans les Vosges, dans plusieurs décharges sauvages. Et vous voyez, ça, c'est un exemple du décalage entre la parole, c'est-à-dire on veut inciter les gens à faire le bien et à ne pas enterrer des bouteilles plastiques dans la nature, et les faits qui sont que concrètement, ils le faisaient pendant les années. Ils l'ont nié très longtemps, puis en fait, ils ont essayé de le cacher des médias et des gens, après un premier signalement en 2014 par un riverain qui avait trouvé une montagne de bouteilles plastiques. On avait vu les images à l'époque. Voilà. Donc ces images sont dans le documentaire. C'est vrai que c'est assez frappant quand on découvre cette montagne. Ils ont essayé de le cacher longtemps, puis finalement maintenant ils l'avouent aussi suite à nos enquêtes. Ils disent oui, effectivement, mais c'était pas nous. C'était d'autres responsables. Voilà, c'était en gros, c'était avant qu'on arrive au pouvoir, aux manettes de l'entreprise, ce qui est faux, comme on l'a démontré aussi. Et donc aujourd'hui, ils disent voilà, on va faire le ménage. Donc ça, c'est juste un exemple et très extrême, on va dire, de cette différence. Puis à Danone aussi, donc à Volvic, un des deux autres sites sur lesquels on a enquêté. Danone, en fait, expliquait assez longtemps qu'ils étaient un acteur très responsable et que bien qu'ils ne soient pas concernés par les arrêtés anti-sécheresse de la préfecture du Puy-de-Dôme, donc qui, pour rappel, je pense que les spectateurs connaissent ça, c'est-à-dire que quand il y a une sécheresse très forte l'été, les gens, on leur interdit, en fait, je sais pas, d'arroser leur voiture pour la laver, de remplir leur piscine, etc. Les agriculteurs doivent baisser leur production, doivent baisser l'irrigation, donc tout le monde participe. Mais Danone était exempté depuis des années de ces arrêtés sécheresse. Il disait mais on n'a pas besoin, de toute manière on est tellement responsable qu'on baisse de nous-mêmes en fait les prélèvements l'été, sauf que nous entre-temps on a obtenu des documents internes qui montraient exactement le contraire, c'est que en fait pendant l'été ils augmentaient leurs prélèvements alors que tout le monde autour en souffrait et baissait les prélèvements. Donc, et ce qui est fascinant aussi dans le cas de Danone, c'est que on leur a soumis cette question, on leur a dit voilà est-ce que c'est vrai? Nous, en tout cas, on a les documents qui le montrent. Et ils ont continué à nier une évidence, quoi. C'est-à-dire que c'est leurs propres documents qui le disent, mais ils continuent de nier et dire non, on ne le fait pas. Et puis après, dans leur communication, ça change un peu. Alors après, c'est un peu des finesses de communicants, mais c'était après, ils disaient par exemple, en fait, c'est pas qu'on augmente nos prélèvements, c'est que les besoins en hydratation de la population augmentent l'été, donc ce qui revient un peu au même.
Donc on est Enfin, voilà. obligé, Donc, finalement, c'est presque un service, voilà, qu'on rend. c'est ça, c'est ça. Finalement, on Donc voilà, voit c'est deux exemples frappants de ça. des exemples frappants, effectivement, hein, percutants. Puis finalement, on voit que ce soit les personnes à la tête d'entreprise ou même à la tête de l'État, les excuses sont un peu les mêmes à chaque fois, hein, les mensonges et finalement des choses, des faits qui les démontrent. Alors, monsieur Olivard, en tant qu'élu, vous, sur ce plateau, vous avez un point de vue complémentaire à ce qu'on entend. Je pense que beaucoup de nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent se demandent ce qu'elles et ils sont en droit d'attendre de leurs élus pour défendre cette question d'intérêt général. Sans langue de bois, qu'avez-vous à leur dire ce matin, vous, en tant qu'élu ? En tant qu'élus, ils peuvent intervenir et moi je souhaite vraiment qu'ils interviennent. Justement, le retour. Eux-mêmes, hein, les personnes qu'on Eux-mêmes. entend. Alors voilà, il y a des façons, enfin, il y a plusieurs occasions. Quand tout ce mouvement de retour à la gestion publique, il s'appuie sur les citoyens. Et donc, il est boosté par l'intervention des citoyens. C'est-à-dire que, par exemple... Je vous coupe, désolé, mais Ouais. avant, la question c'est ça, parce qu'on en verra à ça après, mais Ouais. avant de faire appel aux citoyens, là c'est vraiment qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de nos élus qu'on a élus, donc on a fait notre action de citoyen de base, on est un cinquième république, on est élu, on délègue on délègue notre pouvoir de décision à nos élus. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre avant de nous demander à nous de faire quelque chose ? Eh ben, on est en droit d'attendre justement que, d'une part, que les élus donnent la parole aux citoyens, et on est en droit d'attendre qu'ils défendent bien sûr l'intérêt général, et donc qu'ils aillent vers ces formes de gestion publique et citoyenne. Voilà ce qu'on est en droit d'attendre des élus. Bien sûr, alors quand les élus finalement donnent, là on va le voir avec M. Abdelila dans son documentaire, qui se passe en partie dans la région de Volvic, c'est l'État, donc des élus, qui accordent à la multinationale Danone de nouveaux droits de prélèvement, etc., dans les nappes phréatiques qui, en pleine crise climatique, où les niveaux sont bas, comme il l'a dit à l'instant. Donc on se sent un peu, nous, trahis, et j'imagine que vous aussi, parce que vous avez aussi élu un président, enfin tout ça. Ouais. Donc il y a un problème. Moi, je pense que vraiment le plus important, c'est du côté des citoyens. Okay. C'est le réveil citoyen qu'on constate depuis quelques années. D'ailleurs, le 7 décembre, oui. Il y avait des gens de Volvic, il y avait des gens de Vittel, voilà, qui étaient là aussi. Donc, il y a tout ce réveil. Et nous, là, à Est Ensemble, aujourd'hui, si on parvient à faire une régie, c'est un mouvement citoyen qui existe depuis la création de cette interco en 2010. C'est qui compte d'ailleurs pas que des élus. J'ai vu, ils comptent des artistes, des citoyens. Absolument. Voilà, au départ, c'est un mouvement citoyen. Et puis là, on est aujourd'hui, 10 ans après. Alors, une première fois, on n'est pas arrivé à convaincre les élus. Et là, aujourd'hui, tout le monde a évolué. Les gens ont réfléchi. Ça a mûri. Il y a l'expérience d'Eau de Paris aussi à côté, qui fait qu'aujourd'hui, c'est les bonnes décisions qui sont prises. Mais pour que les élus prennent les bonnes décisions, il faut vraiment que les citoyens les aident. On comprend effectivement. Alors retour du côté des bouteilles en plastique, où on disait du coup Volvic, mais aussi pareil à Vittel, qui est d'ailleurs à Nestlé Water là-bas est le premier employeur de la région. C'est aussi un point important à rappeler. Et Nestlé Water contrôle littéralement le territoire, d'où il exploite toujours plus fort les ressources en eau jusqu'à en priver les habitants. Effectivement, il y a un constat clair, selon moi là, les pouvoirs publics du coup semblent échouer dans leur mission. Alors, Monsieur Abdelila, quel est votre avis là-dessus, vous qui avez enquêté sur cette question-là ? Est-ce que c'est un aveu d'échec des pouvoirs publics ou alors il y a autre chose qui cloche ? Est-ce qu'ils n'y arrivent pas, ils tentent tout, ils n'y arrivent pas, ou alors il y a un souci, des conflits d'intérêts ? Enfin, racontez-nous. Oui, alors à Vittel, il y a clairement aussi des conflits d'intérêts. D'ailleurs, il y a même eu un procès, alors j'évoquais le signalement d'Anticor là, en 2016, il y a eu un procès contre une élue locale et une association. Cette élue locale, elle était en fait présidente de la commission locale de l'eau. Donc, en fait, c'est des élus locaux, des fonctionnaires, etc., qui sont ensemble et qui prennent des décisions sur comment on gère l'eau localement. Donc, ça partait de l'idée que bien gérer l'eau doit se faire localement. Sauf que... Comme M. Lodival le disait tout à l'heure. Voilà, exactement. Donc, ça paraît être de bon sens, mais parfois, ça ne marche pas toujours. Là, à Vittel, c'est un exemple. Donc, il y a eu ce signalement d'Anticor à son encontre pour prise illégale d'intérêt en faveur de Nestlé. Alors, ce qu'on lui reprochait, en fait, c'est d'avoir voté en faveur d'un projet très controversé, qui était la construction d'un pipeline, donc d'un tuyau, on va dire, qui ramènerait de l'eau potable de communes autour de Vittel, à Vittel, pour que les Vittellois ne boivent plus l'eau qui est sous leurs pieds, ou pompée aussi Nestlé, mais boivent de l'eau de communes environnantes, et ce qui aurait permis à Nestlé de continuer à pomper dans la nappe qui, elle, était en danger,
sans pour autant changer leurs habitudes. Donc ça n'est pas passé. Là, les citoyens se sont mobilisés. Là, on parlait de l'engagement citoyen, c'est eux qui ont fait la différence. Mais ce que ça montre concrètement, même si ce projet a été enterré grâce à la mobilisation, c'est que la décision était locale, mais elle a été en fait perclue de conflits d'intérêts. Pourquoi ? Parce que Vittel, c'est une toute petite ville. Nestlé, c'est un très grand employeur. Tout le monde connaît quelqu'un qui travaille à l'usine ou tout le monde y travaille lui-même en fait. Et donc, les gens qui prennent les décisions, d'un coup, se retrouvent avec plusieurs casquettes, quoi. Ils sont à la fois élus, ils sont à la fois, là en l'occurrence, cette élue, elle était compagne d'un haut cadre de Nestlé. Voilà, donc ça pose plein de problèmes quand c'est local aussi. Donc, c'est pas aussi simple. Après, normalement, celui qui prend la décision finale d'autoriser ou non des prélèvements d'eau, c'est le préfet. Donc, c'est pas des élus, c'est des fonctionnaires qui représentent l'État. Et là, c'est vrai que on peut se poser la question, est-ce que c'est un fonctionnement qui marche ou pas ? Parce que, en fait, ce qu'on suppose, c'est qu'il y a un chantage à l'emploi, tout simplement, qui est fait par ces grands employeurs, que ce soit Danone à Volvic, Coca dans le nord de l'Allemagne, comme on le montre, ou la Nestlé à Vittel, qui est de dire, en gros, laissez-nous faire ce qu'on sait faire, et comme ça, on gardera les emplois, ou on fera le maximum pour garder l'emploi. Et souvent, ils sont dans des régions désindustrialisées. Alors, ça fait probablement aussi partie de leur stratégie, comme les Vosges ou le Puy-de-Dôme, etc. Donc, le préfet, lui, il doit arbitrer entre, d'un côté, une ressource en eau qui pourrait avoir des impacts pour les générations futures, ou alors les emplois qui sont là, tout de suite, en danger, comme le disent les multinationales. Donc, souvent, cet arbitrage, il se fait pour cette raison. Alors que quand on creuse, on se rend compte que les multinationales qui dirigent ces usines, en réalité, elles, peu importe ce qui se passe, elles licencient de manière constante. Elles automatisent, elles licencient. Pourquoi ? Parce qu'elles-mêmes sont sous pression de fonds d'investissement qui ont des parts dans leur groupe. Nestlé, c'est un fonds opportuniste américain qui s'appelle Third Point, qui est très connu pour des stratégies très agressives, et qui a investi depuis 2017 et qui a dit en arrivant, OK, Nestlé, vous êtes mignons, mais nous, là, vous avez une marge de 16%, ce qui est déjà énorme, mais nous, on veut au moins 20 en quelques années. Et ils continuent à mettre la pression. Et donc, du coup, avec ce genre de logique, la suite naturelle pour ces entreprises, c'est licencier, licencier, licencier. Et donc, après, elles ont beau jeu de dire on licencie parce que Mediapart nous fait une mauvaise image ou bien parce que vous achetez pas assez de bouteilles, mais en fait, c'est vraiment dans leur logique, quoi. Donc, voilà, il faut garder ça en tête. Alors, gestion locale, pas toujours la meilleure solution. Et puis, ce chantage à l'emploi qui, en plus, met une pression énorme sur des élus locaux qui sont, voilà, pas à la hauteur en termes de moyens eux-mêmes face à ces multinationales, quoi. Bien sûr. Enfin, gestion locale, on pourrait rajouter peut-être le fait que on le voit, hein, quand les salariés prennent la tête de leur entreprise, la gestion est peut-être un peu meilleure vu que c'est les premiers concernés. Enfin, on peut imaginer que ça pourrait améliorer les choses. En tout cas, manifestement, on ne peut pas compter, tout attendre plutôt des élus, comme vous l'avez dit. Les citoyens doivent aussi agir. Monsieur Oliva, du coup, une réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre, éventuellement. Oui, là, en fait, là aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'osmose et du CEDIF. C'est un peu le même genre de situation, quelque part. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élus et les associations, les citoyens refusent cette technologie et les investissements qui sont démesurés derrière. Et en fait, là, aujourd'hui, la balle, elle est dans le camp de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend du préfet de Seine-et-Marne ou éventuellement du ministère de donner ou non l'autorisation environnementale pour ces travaux et pour mettre en place le site pilote. Alors, aujourd'hui, la logique pousserait à ne pas donner le permis de construire, à ne pas donner cette autorisation environnementale. Mais là, le préfet, tout en reconnaissant qu'il ne devrait pas la donner, il s'est donné 2 mois de plus pour réfléchir. Et donc, c'est un peu la boîte noire. Donc, effectivement, moi, ce que je dis, c'est que c'est plus facile pour les citoyens de se faire entendre au niveau local. Après, dès que la décision dépend d'un autre niveau,
eh ben, le rapport de force devient Comme le plus compliqué. Dès que c'est Absolument. extranational, Absolument. là c'est plus compliqué. Alors, mais en même temps, on peut quand même gagner parce que quand les citoyens arrivent à se faire entendre, c'est quand même le cas un peu à Vittel, hein, c'était pas le cas au début, et ben ça met quand même un sacré bazar. La condamnation de cet élu là qui était évoqué, c'est typiquement s'il n'y avait pas des citoyens qui s'étaient levés contre cette situation, Rien ne serait fait, évidemment. On n'en serait pas là. Et nous, ce qu'on espère aussi en Ile-de-France, c'est qu'avec tous les élus qui se sont levés ces derniers temps, eh ben, le préfet et l'État prendront la bonne décision et ne favoriseront pas outrancièrement le CEDIF et Veolia qui est derrière. Alors dans le documentaire, on voit aussi tout un panel de personnes, des militants associatifs, des personnalités politiques aussi, des citoyens lambda, comme vous le disiez, Monsieur Oliva, se mettre en mouvement pour défendre l'intérêt, ce qu'ils jugent en tout cas être un intérêt général. On devine sans mal la symétrie quand même, comme vous l'avez décrit, le déséquilibre entre des forces entre les citoyens et des géants tels Nestlé, qui même Nestlé est écrasé par un géant encore plus gros. Alors Alexander Abdelila, vous qui avez documenté tout ça avec votre collègue, comment vous pouvez nous décrire l'organisation de ces personnes sur le terrain, vous qui avez rencontré, leur combat, leur espoir, mais aussi les charges qui pèsent sur eux, leurs difficultés à rencontrer, peut-être les intimidations. Comment ça se passe concrètement pour eux ? Oui, c'est vrai que, comme vous disiez, il faut vraiment leur rendre hommage parce que c'est là, en l'occurrence, à Vittel, c'est des personnes du coin qui se sont mobilisées, qui ont creusé le dossier, qui ont créé un collectif qui s'appelle L'eau qui mord, et qui ont étudié tous les documents techniques, qui ont essayé de comprendre vraiment ces questions qui sont de l'hydrogéologie, donc c'est vraiment des choses très très complexes, et qui ensuite ont réussi à lancer l'alerte, à alerter les médias, à alerter Anticor, à travailler avec eux. Donc il faut vraiment leur rendre hommage, sans eux, nos enquêtes seraient pas possibles. Et alors, c'est des structures un peu différentes, mais ce qu'on retrouve souvent, c'est que ce sont des collectifs de citoyens qui se sentent un peu, comment dire, menacés dans leur existence parce que c'est leur eau à laquelle on touche et ils ont compris que c'est quelque chose de très important et qu'en fait, prendre l'eau qui est sous leurs pieds et qui pourrait servir à des générations futures pour la mettre dans des bouteilles en plastique et l'envoyer à travers le monde, il y avait quelque chose d'un peu absurde en fait. Surtout quand la ressource en question est en danger, est en baisse chronique, comme surtout, dans les Vosges, ou alors à Danone où des cours d'eau sont asséchés. Donc, ils s'organisent, ils subissent aussi des pressions, clairement. Je pense notamment à un lanceur d'alerte sur les décharges sauvages de Nestlé dans les Vosges, qui a été convoqué à la gendarmerie suite à notre tournage, et aussi à d'autres membres du collectif qui ont été aussi convoqués à la gendarmerie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un cadre de Nestlé a porté plainte pour, je crois, non-respect de la propriété privée, parce qu'ils étaient rentrés sur la décharge. Oui. Donc, en fait, voilà, les pressions, elles sont là. Déjà, je pense que c'est pas facile pour eux de vivre, comme vous disiez, dans une petite ville où tout le monde bosse à l'usine ou connaît quelqu'un et d'être ceux qui critiquent, tout à fait. Qui en gros crachent dans la soupe, quoi, pour certaines personnes. Et ça, c'est hyper dur à vivre. Donc, encore une fois, bravo à eux pour leur courage. Et ils font un taf énorme. Ouais, on les salue, bien sûr. Mais dans tout ça, il y a du positif quand même, comme vous le disiez tout à l'heure. Les travaux de l'association dont vous êtes directeur, Coordination Eau Île-de-France, bataille dure pour que ces deux régies publiques soient créées, à l'instar de ce que la commune de Paris fait depuis 10 ans, c'est ça ? C'est ça, depuis 10 ans. Voilà. Et soulignons aussi que la création, en février dernier, d'une commission d'enquête relative à la mainmise, je vais citer correctement, la mainmise sur les ressources en eau par les intérêts privés et ses conséquences, menée sous la direction de Mathilde Panot, députée et présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Et puis de tout cela est sorti un rapport accablant, est publié le 21 juillet dernier, soulignant entre autres la nécessité de la reconnaissance du caractère inappropriable de l'eau dans sa globalité. Donc ça touche à la fois ce que nous raconte Alexander à distance, mais aussi ce que vous nous témoignez, vous, localement, pour l'eau du robinet. Alors pour finir, Monsieur Oliva, peut-on dire que nous allons dans le bon sens ?
Oui, on peut dire moi j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir encore une fois, dans ce réveil citoyen. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Il y a des décisions qui vont dans le bon sens. Et puis voilà, nous ce qu'on espère aussi, c'est voir émerger, comme avec Haut-de-Paris, mais aussi d'autres. Il y a Montpellier, il y a plein de régies qui ont émergé ces dernières années, des structures qui donnent une place aux citoyens, aux usagers. C'est-à-dire à Haut-de-Paris, aujourd'hui, il y a des citoyens, il y a des représentants d'associations au conseil d'administration. Donc de la régie. s'engagent en fait, ils entrent dans la bataille. C'est-à-dire, là, on est dans des batailles pour obtenir les régies, pour obtenir une gestion publique, mais on ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire, demain, ces régies, on va continuer, et ce mouvement citoyen, il va continuer pour cette appropriation, ce travail, pour que la gestion, elle réponde vraiment aux intérêts des usagers. C'est pas une fin en soi, en fait. Une fois créée, la régie publique, elle peut très bien être mal gérée, elle peut très bien, voilà. C'est pas une gestion publique étatique, c'est une gestion publique d'en bas qu'on est en train de créer. C'est ça qui est important. Au niveau de la commune, et c'est ça qui est très intéressant. Au niveau de la commune ou de l'intercommunalité maintenant, mais Bien bon, sûr, oui. À une échelle en tout cas encore de proximité. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes questions. Alors, merci Jean-Claude Oliva. Je rappelle que vous êtes élu municipal écologiste à Bagnolet et directeur de l'association Coordination Eau Île-de-France. Merci Alexander Abdelila d'avoir accordé de votre temps aujourd'hui. Je rappelle à celles et ceux qui nous suivent que vous êtes journaliste indépendant et co-auteur du documentaire Arte intitulé À sec, la grande soif des multinationales. D'ailleurs, hormis via Arte, est-ce que vous proposez des projections débats en ce moment ? Oui, tout à fait. Alors, il y a eu déjà une projection dans les Vosges, il y en a une à l'Assemblée nationale, et fin janvier, il y en aura une à Volvic. Voilà. Bien, on prend note. On mettra, j'imagine, tous les liens dans la description de la vidéo. Alors encore merci. Pour finir, à vous, derrière, et même peut-être surtout à vous derrière votre écran, le média est un véritable contre-pouvoir n'appartenant ni à l'État ni à de riches actionnaires. Il dépend que de vous et de vos dons ponctuels ou réguliers dès 1 € sur lemediatv.fr/soutien. Nous sommes actuellement en campagne de dons. C'est donc le moment de tout donner. Et il n'y a donc pas de petits dons, bien au contraire, c'est notre force et notre nombre, comme on l'a vu aussi, que ce soit de ce côté-là et de ce côté, effectivement, tous ensemble, c'est un peu la même bataille. Voilà, la 55e édition de la contre-matinale, c'est terminé. J'ai eu plaisir de vous accompagner exceptionnellement tout le long de cette matinée, mais dès demain, vous retrouverez vos habitudes avec ma collègue Nadia Lazouni, puis Théophile Kouamouo jeudi. Pour ma part, je vous retrouve ici mardi prochain. D'ici là, passez une bonne journée et une bonne semaine.